Je m'appelle Marine Archer. J'ai 33 ans. Avant, je pensais que la pire chose qui puisse arriver en étant gentille, c'était qu'on abuse de votre bonté. Je ne comprenais pas qu'il existait une catégorie au-delà de ça. Un endroit où la gentillesse devient une pièce à conviction. Où votre foyer devient un tribunal. Où quelqu'un peut vous regarder dans les yeux, entre les murs que vous payez, les murs dont vous avez hérité, les murs qui ont abrité votre chagrin et votre guérison, et menacer de faire de vous la méchante de l'histoire en un seul coup de fil. Je vous raconte cela maintenant parce que les gens adorent dire va être juste, sois juste une bonne personne. Je l'ai été, et cela m'a presque tout coûté. Tout a commencé 3 mois plus tôt, à la fête d'anniversaire de Jeanne. Une de ces réunions chaleureuses et légèrement chaotiques où la musique est trop forte, le gâteau trop sucré, et où tout le monde fait semblant de ne pas vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Je n'y suis pas allé parce que j'étais d'humeur sociale. J'y suis allé parce que Jeanne était mon amie depuis la faculté et parce que ma psychologue m'avait doucement poussé à arrêter de passer mes week-ends seul dans l'appartement que j'avais hérité de mon grand-père. L'appartement était payé. Pas de crédit, pas de propriétaire, pas de drame de colocation. C'était la sécurité sous forme de béton. 3 chambres qui semblaient être la preuve que j'avais survécu à quelque chose. Une chambre était la mienne, une autre mon bureau, et la 3e était une chambre d'amis qui accumulait surtout le silence. Ce soir-là, j'ai rencontré Étienne Morel. Il était charmant, d'une manière qui ne semblait pas répétée au début. Un sourire chaleureux, des blagues rapides, le genre de type qui donnait à chacun l'impression d'être complice avec lui. Il posait des questions comme s'il se souciait vraiment des réponses. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» a-t-il demandé, appuyé contre le comptoir de la cuisine comme s'il était chez lui. « Je suis analyste de conformité », ai-je dit. Pas passionnant. Beaucoup de tableurs, beaucoup de règles. Étienne a souri. Les règles sont sous-estimées. Les gens les détestent toujours jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Quelque chose là-dedans a fait mouche, car j'avais passé des années à être la responsable, la prudente, la femme qui ne prenait pas de décisions impulsives. Être comprise donnait l'impression d'un endroit d'où se poser. Nous avons parlé pendant la majeure partie de la soirée. Film d'horreur, brasserie préférée, le goût terrible de Jeanne en matière d'homme. La conversation glissait si facilement que je n'ai pas remarqué la façon dont il continuait à s'immiscer dans mon espace. Se tenant juste un peu plus près, riant juste un peu plus fort à mes blagues, touchant mon coude comme si c'était naturel. Quand il a demandé mon numéro, je le lui ai donné. Quand il m'a envoyé un SMS le lendemain, je me suis bien amusé hier soir. Ça te dit un café? J'ai dit oui. Nous avons commencé à sortir ensemble en 1 semaine. Rapide, je sais, mais la solitude donne à la vitesse des airs de destin. Et Étienne avait cette façon d'être attentionné sans être intense. Il se souvenait des petites choses, comment je prenais mon café, quelles chansons je passais en voiture, le fait que je détestais les plans surprises. Il m'envoyait un mème à 14h et une note vocale à 21h qui commençait par « Ok, il faut que je te raconte un truc bizarre qui est arrivé aujourd'hui. » C'était intime, familier, comme une relation qui s'était formée silencieusement en arrière-plan et qui entrait enfin dans la lumière. 3 semaines plus tard, nous étions assis sur mon canapé à manger des plats à emporter, de la nourriture thaïlandaise en équilibre sur la table basse, quand Étienne est devenu silencieux, de cette manière prudente qu'ont les gens quand ils sont sur le point de demander quelque chose. J'ai remarqué que sa jambe s'agitait, ses baguettes planant au-dessus du récipient comme s'il avait oublié comment les utiliser. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Il a hésité, puis a soupiré comme s'il capitulait. Ma situation de colocation part en vrille. Genre une dispute, ai-je demandé. Non, il a eu un rire sans humour. C'est juste que mon bail se termine bientôt. Mon colocataire emménage avec sa copine, et je ne peux pas me permettre un endroit seul pour l'instant. Il a essayé de le dire avec désinvolture, mais les mots sont sortis avec des arêtes. La panique était cachée derrière. C'est stressant, ai-je dit prudemment. Ouais, il a baissé les yeux. J'ai cherché, mais tout est si cher, et je n'ai pas vraiment de plan B à part retourner chez mes parents. Ils sont loin, ai-je demandé. 2 heures de route. Il a haussé les épaules comme si cela n'avait pas d'importance, mais sa mâchoire s'est contractée. Et c'est compliqué. La façon dont il a dit compliqué m'a fait imaginer des disputes, des jugements, une chambre d'enfant qui ne ressemblait plus à un foyer. Et puis il a dit quelque chose qui, avec le recul, était le premier petit hameçon. Je suis juste fatigué,
Marine, a-t-il murmuré. J'ai l'impression de ne pas pouvoir remonter la pente. J'aurais dû faire une pause. J'aurais dû suggérer des aides sociales, l'aider à chercher un appartement, le garder à une distance de sécurité. Mais il y a une faiblesse particulière en moi qui ressemble à de l'empathie. Et l'appartement avait de l'espace. Trop d'espace. Une pièce qui s'appelait littéralement chambre d'amis. Alors j'ai dit, tu peux rester ici un peu si tu as besoin. Étienne a cligné des yeux vers moi. Attends, sérieusement? Temporairement, ai-je ajouté rapidement. Dans la chambre d'amis, le temps que tu trouves quelque chose, je ne dis pas qu'on emménage ensemble. Je me souviens avoir été fier de moi pour avoir fixé cette limite si clairement. Le visage d'Étienne s'est adouci. Il a pris ma main comme si je lui avais tendu une bouée de sauvetage. Merci, a-t-il dit. Je te jure, juste un mois, peut-être 2 grands maximum. Et je l'ai cru parce qu'il avait l'air reconnaissant. Parce qu'il avait l'air soulagé. Parce qu'il a embrassé mes jointures comme si j'étais une sorte de miracle. C'était ma première erreur. Il a emménagé avec 2 valises et une attitude joyeuse. La première semaine a été bien, presque douce. Il a proposé de cuisiner un soir. Il faisait du café le matin et me demandait comment s'étaient passées mes réunions. Il restait principalement dans la chambre d'amis comme s'il respectait la ligne que nous avions tracée. Je me suis dit, tu vois, c'est à ça que ressemble quelque chose de sain, aider quelqu'un sans se perdre soi-même. Puis, vers la 2e semaine, l'air dans mon appartement a commencé à changer. Ce n'était pas une seule grande chose. C'était une série de petits changements faciles à ignorer si on ne voulait pas paraître dramatique. Sa brosse à dents est apparue dans ma salle de bain. Pas la salle de bain des invités, la mienne. Son shampoing s'est aligné sur le comptoir comme s'il avait toujours été là. Son sweat à capuche drapé sur le dossier de ma chaise de salle à manger. Ses chaussettes dans mon panier à linge. Et la cuisine. Je suis rentré du travail un soir et j'ai ouvert un placard pour prendre une assiette et je me suis figé. Tout avait été réorganisé. Les tasses déplacées, les épices relocalisées, mes récipients soigneusement empilés poussés vers le fond comme du désordre. Étienne est arrivé derrière moi, s'essuyant les mains sur un torchon. Oh, a-t-il dit légèrement comme si de rien n'était. J'ai réorganisé. C'était juste plus logique comme ça. J'ai fixé le placard, l'hypothèse silencieuse. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Il a souri comme si j'étais mignonne. Bébé, détends-toi. Ce n'est pas grand-chose. De toute façon, on vit pratiquement ensemble. Cette phrase, de toute façon, on vit pratiquement ensemble, m'a frappé en pleine poitrine parce que non, ce n'était pas le cas. Il était un invité, temporaire, 1 mois ou 2. Je me suis tourné vers lui, gardant ma voix calme, même si quelque chose de tranchant commençait à fleurir sous mes côtes. Étienne, ai-je dit, j'ai besoin que tu te rappelles que c'est temporaire, et j'ai besoin que mon espace soit respecté. Pendant une seconde, son expression a vacillé. Quelque chose comme de l'agacement, rapidement lissé. Bien sûr, a-t-il dit plus doucement. Je suis désolé. Tu as raison. Il a embrassé mon front comme si une excuse pouvait être enveloppée dans de l'affection. Je ferai plus attention, a-t-il promis. Et pendant environ 3 jours, il l'a fait. Puis tout est revenu insidieusement. Comme du lierre, silencieux, tenace, revendiquant ce qu'il touchait. Et le plus effrayant, c'est que je ne réalisais pas encore qu'il ne faisait pas que se mettre à l'aise. Il s'établissait. Il apprenait mes routines, mes points faibles, les endroits où j'hésitais, les endroits où je cédais. Et la chambre d'amis n'était plus une chambre d'amis. C'était une tête de pont. Le truc quand on perd le contrôle de son propre foyer, c'est que ça ne se passe pas comme une effraction. Pas de fenêtre brisée. Pas d'alarme. Ça arrive par de petites décisions sur lesquelles vous ne discutez pas parce que vous êtes fatigué. Parce que vous ne voulez pas être cette personne. Parce que vous continuez à vous raconter le même mensonge que je me racontais chaque jour, il traverse juste une mauvaise passe. À la 4e semaine, Étienne avait une clé. Pas parce qu'il en avait exigé une. Pas parce que je l'avais offerte dans un grand moment romantique. C'était plus petit que ça. Un après-midi où je me précipitais vers la porte pour aller travailler, mon sac d'ordinateur glissant de mon épaule, et Étienne a dit, « Eh, je peux avoir un double juste au cas où, genre si jamais tu t'enfermes dehors ?» Ça semblait pratique, responsable.
Alors, je lui ai tendu le double. Et à la seconde où ses doigts se sont refermés dessus, j'ai senti ce petit pincement dans mon estomac, comme si quelque chose en moi chuchotait, ne fais pas ça. Mais je l'ai ignoré parce qu'ignorer l'inconfort est ce à quoi les femmes gentilles sont entraînées. Au début, il a joué le rôle parfaitement. Il mentionnait des annonces d'appartements au dîner. Il faisait défiler son téléphone et soupirait de façon dramatique. Il disait des choses comme « le marché est fou en ce moment », comme s'il menait une guerre que je ne pouvais pas voir. Puis les mentions ont cessé, pas brusquement, lentement, comme quelqu'un qui baisse le volume d'une radio jusqu'à ce que le silence semble normal. J'ai commencé à demander plus directement. Des visites cette semaine, disais-je. Étienne agitait la main comme s'il chassait une mouche. Celui-là s'est avéré être une arnaque. Ok, et cet immeuble près du centre-ville? Le propriétaire était bizarre. Et le studio que tu m'as montré? Trop cher. J'ai besoin de plus de temps pour économiser. Économiser. Ce mot aurait signifié quelque chose s'il gagnait réellement quelque chose. Parce que vers la 6e semaine, Étienne a quitté son emploi. C'est arrivé un mardi comme si de rien n'était. Je suis entré dans l'appartement après le travail et je l'ai trouvé sur le canapé, les pieds en l'air, la manette à la main. Un jeu vidéo en pause sur l'écran. Il avait l'air détendu, pas stressé, pas vaincu, détendu. Et, a-t-il dit joyeusement. Comment s'est passée ta journée? Je l'ai fixé, scannant la pièce comme si j'avais raté quelque chose. Pourquoi n'es-tu pas au travail? Il a soupiré comme si je posais la mauvaise question. J'ai démissionné. J'ai cligné des yeux. Tu as quoi? Il a posé la manette, se frottant les yeux comme s'il avait traversé quelque chose d'héroïque. Mon manager est toxique. Genre vraiment. Je n'en pouvais plus. Étienne, ai-je dit lentement. Tu as dit que tu avais besoin de temps pour économiser. Tu as dit que tu essayais de trouver un endroit. Je le fais, a-t-il claqué, puis s'est adouci immédiatement, se penchant en avant comme s'il s'était rattrapé. J'avais besoin d'une pause pour ma santé mentale. La santé mentale, c'est réel. Le burn-out, c'est réel. Je l'ai vécu. Alors, j'ai avalé la première vague de panique. Je me suis dit, ok, 1 semaine, 2, il va se ressaisir. Il cherchera à nouveau. Il trouvera quelque chose. Je lui ai même fait le dîner ce soir-là. J'ai même demandé doucement, c'est quoi ton plan? Il m'a embrassé la joue et a dit, je suis en train de voir ça. Les mots semblaient inoffensifs. Mais au fil des jours, j'ai réalisé que voir ça ressemblait beaucoup à ne rien faire. Dormir tard, jouer, scroller, commander de la nourriture, regarder des séries, dire qu'il était trop stressé pour parler de logistique. Et puis la ligne financière a commencé à devenir floue d'une manière qui me donnait la chair de poule. La première fois qu'il a utilisé ma carte, c'était un accident. Du moins, c'est ce qu'il a dit. J'étais sous la douche quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Quand je suis sorti, une serviette autour de mes cheveux, j'ai vu Étienne dans la cuisine avec un sac de livraison. Tu as commandé quelque chose, ai-je demandé. Il a souri. Ouais, tu vas adorer. J'ai regardé le reçu agrafé au sac. Mon nom, ma carte, mes 4 derniers chiffres. Ma gorge s'est serrée. Étienne, tu as utilisé ma carte bancaire? Il n'a même pas bronché. Oh, ouais. La tienne était déjà enregistrée sur l'application depuis la dernière fois que tu as commandé. Je me suis dit que c'était bon. Je te rembourserai la prochaine fois. Je ne me souvenais même pas l'avoir enregistrée, mais c'est comme ça que ça marche, non? De petites commodités qui deviennent des portes ouvertes. C'était combien, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Genre une 50aine d'euros. Ne panique pas. Une 50aine d'euros. Ce n'était pas le chiffre. C'était la désinvolture. Je l'ai fixé et il a ri comme si j'étais dramatique. Bébé, a-t-il dit, c'est juste un dîner. Ce soir-là, je me suis dit que c'était une exception. La semaine suivante, c'est arrivé à nouveau. Cette fois, il ne l'a même pas annoncé. J'ai reçu la notification alors que j'étais au travail. Achat livraison 43,62 €. Ma poitrine s'est serrée si vite que j'ai dû poser mon téléphone face contre mon bureau comme s'il était brûlant. Je lui ai envoyé un SMS.
Est-ce que tu viens de commander à manger sur ma carte encore? Il a répondu 10 minutes plus tard. Ouais, j'avais faim. On est une équipe, non? On est une équipe. Une phrase qui peut être romantique quand les deux personnes contribuent. Quand je suis rentré ce soir-là, Étienne était affalé sur le canapé encore une fois, mâchant tranquillement comme s'il avait eu une journée productive. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, toujours dans mes vêtements de travail, le genre de vêtements qui me rappelait toujours que j'avais gagné ma stabilité à la dure. Étienne, ai-je dit d'une voix basse. Il faut qu'on parle. Il a levé les yeux, déjà sur la défensive. De quoi? De toi utilisant ma carte, ai-je dit, et du fait que tu n'as pas cherché de travail. Il a levé les yeux au ciel. Vraiment levé les yeux au ciel. Je cherche, a-t-il dit. C'est juste qu'il n'y a rien de bien. Tu as démissionné, lui ai-je rappelé. Je n'ai pas accepté de t'entretenir. Sa posture a changé. L'air a changé. Il s'est redressé lentement comme si je l'avais insulté. Waouh, a-t-il dit. Alors c'est ça? Quoi? Il a écarté les mains. Je ne savais pas que tu allais me compter chaque centime. La phrase a claqué comme une gifle. J'ai essayé de garder ma voix stable même si mon pouls résonnait fort dans mes oreilles. Je ne te compte pas chaque centime, ai-je dit. Tu vis ici gratuitement. Tu ne paies pas les charges. Tu n'achètes pas les courses. Tu ne travailles pas. Et tu commandes de la nourriture sur ma carte bancaire sans demander. Étienne m'a fixé comme si je venais de révéler quelque chose de dégoûtant sur moi-même. Incroyable, a-t-il murmuré. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit rapidement, parce que je pouvais sentir la culpabilité essayer de remonter dans ma gorge. C'est une question de respect. C'est une question d'effort. Je t'ai offert la chambre d'amis temporairement, Étienne. Temporairement. Il s'est levé, s'approchant. Sa voix est descendue dans quelque chose de plus tranchant. Je traverse une période difficile, Marine. Je sais, ai-je dit. Et j'ai essayé de te soutenir, mais soutenir n'est pas la même chose que de te porter. Son visage s'est durci. Alors, tu penses que je suis un fardeau? J'ai expiré, la frustration montant. Je pense que tu agis comme tel. Le silence après ça a été épais. Puis il a ricané, s'est détourné et a attrapé le sac de livraison vide comme s'il l'offensait. Waouh, a-t-il dit à nouveau, secouant la tête. Je ne savais pas que tu étais ce genre de personne. Ce genre de personne, ai-je répété. Une personne avec des limites? Il n'a pas répondu. Il a foncé dans la chambre d'amis, sa chambre maintenant dans son esprit, et a claqué la porte si fort que le cadre a tremblé. Et puis il ne m'a pas parlé pendant 2 jours. 2 jours de froideur, de soupirs dramatiques et de silence pesant. 2 jours où je marchais dans mon propre appartement comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. C'est comme ça que ça commence. Pas avec la violence, avec la punition émotionnelle. Avec le lent conditionnement de votre cerveau pour penser, si j'évoque mes besoins, je perdrai la paix. Au moment où le 3e mois est arrivé, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Étienne n'agissait pas comme un invité. Il agissait comme une personne qui croyait que ma maison était la sienne. Et plus il restait longtemps, plus il bougeait comme si cette croyance était un fait. Alors un soir, après avoir trouvé son courrier sur le comptoir de la cuisine, son nom imprimé soigneusement au-dessus de mon adresse, je suis resté là à tenir l'enveloppe avec des doigts tremblants, et j'ai finalement admis la vérité à voix haute. Ce n'est plus temporaire, ai-je chuchoté. Et je savais que je devais y mettre fin avant qu'il ne décide que je ne le pouvais pas. L'enveloppe est restée dans mes mains plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Blanche, officielle, d'apparence innocente. Étienne Morel. Mon adresse. Je me tenais dans la cuisine à la fixer comme si elle pouvait commencer à parler toute seule. Le courrier n'est pas juste du courrier. Le courrier est une preuve. La preuve que vous existez quelque part. La preuve que vous appartenez à un endroit. La preuve que vous pouvez pointer du doigt et dire, regardez, c'est chez moi. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas encore de la peur, mais une certitude. C'était allé trop loin. Ce soir-là, j'ai demandé à Étienne de s'asseoir. Il n'avait pas l'air nerveux quand il m'a rejoint à la table à manger. Au contraire, il avait l'air curieux, comme s'il attendait de voir quelle version de moi allait se manifester.
Je pense que nous devons parler des prochaines étapes, ai-je dit. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés nonchalamment. Ok. J'ai pris une respiration. Cet arrangement ne fonctionne plus. Ses sourcils se sont légèrement levés, mais il ne m'a pas interrompu. Tu étais censé être ici temporairement, ai-je continué. Ça fait 3 mois. Tu ne cherches pas d'appartement. Tu ne travailles pas. Et j'ai besoin de récupérer mon chez-moi. Il m'a étudié, le regard plat. Alors, tu me mets dehors. Je te demande de partir, ai-je dit prudemment. D'ici la fin du mois. Et voilà. Le plus petit tressaillement. Pas de choc, pas de blessure. Du calcul. Je n'essaie pas de rendre les choses difficiles, ai-je ajouté rapidement, car je ne voulais toujours pas être cruel. Je t'aiderai à chercher des endroits. Si l'argent est juste, je peux même aider à couvrir le premier mois de loyer. Je veux juste. Il a levé la main, m'arrêtant. Non, a-t-il dit. Soyons clairs. Mon estomac s'est noué. Tu ne demandes pas, a-t-il poursuivi calmement. Tu me menaces. Je ne te menace pas, ai-je dit. Je pose une limite. Étienne a souri. Pas un sourire chaleureux. Pas le sourire pour lequel j'avais craqué. Celui-ci n'atteignait pas ses yeux. Tu sais, a-t-il dit lentement. Les gens pourraient voir ça très différemment. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table comme si nous négocions quelque chose de simple. Je vis ici depuis 3 mois, a-t-il dit. Les gens pourraient dire que tu me contrôles, que tu ne me laisses pas partir, que tu m'as mis la pression financièrement. Mon cœur a raté un battement. Quoi? J'ai ri parce que mon cerveau refusait de traiter l'information. Étienne, c'est insensé. Est-ce que ça l'est? A-t-il demandé calmement. J'ai quitté mon travail après qu'on a commencé à vivre ensemble. Tu paies tout. Tu décides quand je peux rester et quand je peux partir. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, ma voix soudainement fluette. Tu as choisi de démissionner, et c'est ma maison. Mais qui va croire ça? A-t-il demandé doucement. La pièce a semblé basculer. Je pourrais dire que tu m'as isolé, a-t-il continué presque comme dans une conversation normale. Que tu as rendu difficile pour moi de voir mes amis, que tu as utilisé l'argent pour me contrôler. Mon estomac est tombé si vite que j'ai dû agripper le bord de la table. Tu es sérieux là, ai-je chuchoté. Il m'a regardé, impassible. Ajoute-moi au bail, a-t-il dit. Rends ça officiel. Je l'ai fixé. Il n'y a pas de bail, ai-je dit. Je suis propriétaire. Alors ajoute-moi au titre de propriété, a-t-il dit comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Une vague de froid m'a traversé. Tu veux que je mette ton nom sur la propriété que mon grand-père m'a laissée, ai-je dit lentement. Parce que tu as dormi dans ma chambre d'amis? Il a haussé les épaules. On est ensemble. C'est comme ça que font les couples. Non, ai-je dit immédiatement. Absolument pas. L'air a changé. La mâchoire d'Étienne s'est contractée. Alors je suppose que je dois me protéger. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. Te protéger de quoi, ai-je demandé. Si tu essaies de me forcer à sortir, a-t-il dit uniformément. J'appellerai la police. Je leur dirai que tu me contrôles, que j'ai peur de toi. J'ai reculé ma chaise, me levant brusquement. Tu mentirais comme ça. Ils prennent ce genre de choses au sérieux, a-t-il dit. Surtout quand une femme est accusée. Les mots brûlaient. Tu menaces de m'accuser faussement de maltraitance, ai-je dit, ma voix tremblant maintenant. Il a croisé mon regard. Je te dis quelles sont mes options. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Sors, ai-je dit doucement. Fais tes affaires et pars ce soir. Il s'est à nouveau adossé, croisant les bras. Non, a-t-il dit. Tu ne peux pas m'obliger. J'habite ici maintenant. J'ai des droits. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais mon téléphone. J'appelle la police, ai-je dit. Il a souri, petit, suffisant. Vas-y. Je n'ai pas appelé ce soir-là. J'aurais dû. Je le sais maintenant. Mais à ce moment-là, j'étais trop en colère, trop secoué, trop consciente de la façon dont cela pouvait mal tourner. Au lieu de cela,
je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai commencé à faire des recherches sur les lois sur les locataires jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Après 30 jours, même sans bail, il pourrait avoir raison. Dans certains cas, quelqu'un pouvait revendiquer le droit au domicile simplement en vivant là. J'ai à peine dormi. Le lendemain matin, j'ai trouvé Étienne dans la cuisine comme si de rien n'était, se versant du café de ma machine. J'ai regardé la loi, ai-je dit, ma voix ferme. Tu dois partir d'ici la fin de la semaine où je lancerai une procédure d'expulsion. Il a bu son café, imperturbable. Tu veux vraiment faire ça à la dure, a-t-il demandé. C'est toi qui rends les choses difficiles, ai-je dit. Il a posé la tasse lentement. Bien, a-t-il dit en sortant son téléphone. Voyons ce que la police en pense. Mon pouls a bondi. Étienne, ne fais pas ça. Il a composé le 17 avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Et pendant que le téléphone sonnait, j'ai vu son visage changer. Ses épaules se sont affaissées. Sa voix est montée, sa respiration s'est accélérée. C'était comme regarder quelqu'un enfiler un costume. Bonjour, a-t-il dit d'une voix tremblante. J'ai besoin d'aide. Ma petite amie essaie de me forcer à quitter notre maison, et j'ai peur. Mon sang s'est transformé en glace. Elle contrôle mes finances, a continué Étienne. Je ne me sens pas en sécurité. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant ça, cette expression calme toujours la sous la performance. Mon cœur battait si fort que je pensais que j'allais être malade. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais je savais aussi à quoi cela ressemblait. 3 mois de cohabitation, du courrier à son nom. Des photos, des SMS, une relation. Sans contexte, cela pouvait me détruire. Alors, pendant qu'il parlait, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai commencé à enregistrer. Le bruit des sirènes n'est pas venu immédiatement. C'était la première chose étrange. Après qu'Étienne a raccroché, l'appartement est tombé dans un calme non naturel, épais, sous pression, comme la pause avant qu'un orage n'éclate. Il est resté debout dans le salon, le téléphone toujours à la main, les épaules légèrement voûtées, comme s'il était fragile, comme s'il était celui en danger. Je me tenais près du comptoir de la cuisine, mon téléphone enregistrant silencieusement dans ma poche, mon cœur martelant si fort que j'avais peur que le microphone ne le capte. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je dit. Il ne m'a pas regardé. Si, je l'étais. Tu mens, ai-je chuchoté. Il s'est finalement tourné, les yeux plats. Je me protège. Nous n'avons pas parlé après ça. Nous n'en avions pas besoin. Tout avait déjà été dit. 15 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Pas fort, pas agressif, professionnel. Quand j'ai ouvert, 2 policiers se tenaient dans le couloir. Un homme, une femme. Expression calme, neutre, le genre de visage qui ne présume encore de rien. Madame, a dit la policière, nous avons reçu un appel concernant une situation domestique. Étienne s'est immédiatement avancé. Sa voix s'est brisée parfaitement. J'ai peur, a-t-il dit. Elle essaie de me faire partir, et je n'ai nulle part où aller. Je me suis senti étourdi. Ils nous ont séparés tout de suite, lui dans le salon, moi dans la cuisine. Le policier se tenait en face de moi, carnet à la main. Pouvez-vous me dire ce qui se passe, a-t-il demandé. J'ai pris une respiration. Il y a 3 mois, ai-je expliqué, j'ai laissé mon petit ami rester dans ma chambre d'amis temporairement. Cet appartement était à moi. Je le possédais entièrement. Il n'a jamais été sur aucun bail. Il n'y a jamais eu d'accord pour qu'il emménage définitivement. Il a arrêté de chercher un logement, ai-je dit. Il a démissionné. Quand je lui ai demandé de partir, il a menacé de m'accuser de le contrôler si je ne l'ajoutais pas à la propriété. Le policier a hoché la tête, écrivant régulièrement. Avez-vous la preuve que vous êtes propriétaire du bien, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit rapidement. Je peux sortir l'acte de propriété, les taxes foncières, tout. Et avez-vous quelque chose par écrit concernant l'arrangement temporaire? Oui, ai-je dit à nouveau. Des SMS. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a fait défiler lentement, lisant. C'était là. Étienne, mon bail se termine dans 2 semaines, et je panique. Moi, tu peux rester dans ma chambre d'amis pendant que tu trouves une solution.
Juste temporaire cependant. Étienne, merci. 1 mois ou 2 max, promis. Le policier a hoché la tête une fois, puis a levé les yeux. Y a-t-il eu de la violence physique ce soir, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Aucune. La seule menace était lui disant qu'il mentirait à la police. Est-ce que quelqu'un a été témoin de cette conversation? Non, ai-je admis, mais j'ai commencé à enregistrer après. Ses sourcils se sont levés. Vous l'avez enregistré? Oui, ai-je dit, ma voix stable maintenant. Je voulais me protéger de ces mensonges. Il a fait une pause, puis a hoché la tête. Je peux l'écouter. J'ai passé l'enregistrement. La pièce s'est remplie de la voix d'Étienne, claire, incomparable. Voyons ce que la police en pense. Puis le changement, la fausse peur, la performance lors de l'appel. La mâchoire du policier s'est contractée. Merci, a-t-il dit en me rendant mon téléphone. S'il vous plaît, restez ici. Il a quitté la cuisine et a rejoint sa partenaire dans le salon. Je suis resté seul, fixant le mur, mes mains tremblant tellement que j'ai dû les presser l'une contre l'autre. 10 minutes ont passé, puis 5 autres. Enfin, les 2 policiers sont revenus. La policière a parlé la première. Nous avons examiné la situation, a-t-elle dit prudemment. Votre ex-petite amie a reconnu que vous êtes propriétaire du bien et qu'il n'y a jamais eu de bail formel. Mon estomac se tordait encore. Cependant, a continué le policier, faire une fausse déclaration au service de police est un délit. Compte tenu de l'enregistrement et des messages, il est clair qu'il n'y avait aucun danger immédiat. J'ai cligné des yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous relevons l'infraction de dénonciation calomnieuse et abus de service d'urgence, a déclaré l'officier. Et nous lui ordonnons de rassembler ses affaires et de quitter les lieux immédiatement. Mes genoux ont failli lâcher. Étienne a explosé. Ce n'est pas juste, a-t-il crié depuis le salon. J'habite ici. Vous étiez un invité temporaire et vous venez de commettre une infraction, a dit la policière fermement. Vous devez partir ce soir. Vous pourrez revenir avec une escorte pour récupérer le reste de vos affaires. Étienne a foncé dans la cuisine, attrapant sa veste, le visage tordu par la rage. Ce n'est pas fini, m'a-t-il sifflé. Le policier s'est interposé entre nous. Monsieur, vous devez partir. Étienne a claqué la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Quand l'appartement est finalement redevenu silencieux, je me suis laissé glisser contre le comptoir et j'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Je pensais que c'était fini. J'avais tort. 2 semaines plus tard, une lettre d'un avocat est arrivée. Il me poursuivait en justice. Expulsion illégale, préjudice moral, dommages financiers. 14 000 €. J'ai fixé le papier, engourdi. Et c'est là que j'ai réalisé qu'appeler la police n'avait pas mis fin au cauchemar. Cela n'avait fait que changer sa forme. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, plus épaisse, plus officielle. Le genre de courrier qui n'apporte pas d'informations. Il apporte des conséquences. Je me tenais à mon comptoir de cuisine, le même comptoir qu'Étienne avait réorganisé sans demander, et j'ai lu la lettre 3 fois avant que les mots ne s'installent pleinement dans mon corps. Expulsion illégale, préjudice moral, dommages financiers, 14 000 €. J'ai ri une fois, un son bref et incrédule qui s'est brisé à mi-chemin. Puis mes mains ont commencé à trembler. Selon la lettre, j'avais forcé Étienne à quitter son emploi, l'avais isolé de ses amis et de sa famille, et l'avais violemment expulsé de notre foyer partagé. Partager ce mot encore. Mon estomac s'est retourné. J'ai appelé un avocat cet après-midi-là. Il était calme, efficace, le genre de calme qui ne vient que quand on a déjà vu ça. Quand j'ai fini de tout expliquer, les SMS, l'enregistrement, le rapport de police, les documents de propriété, il y a eu une pause sur la ligne. Puis il a ri. Pas méchamment, pas avec dédain, juste incrédule. C'est n'importe quoi, a-t-il dit. Vous avez une documentation accablante. Il n'a pas de dossier. Le soulagement m'a traversé si vite que cela m'a donné le vertige. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. On répond, a-t-il dit, et on contre-attaque. Nous avons tout renvoyé. Les messages indiquant clairement que l'arrangement était temporaire, l'enregistrement audio, la procédure de la police pour abus du 17, mon acte de propriété, et même les images de sécurité de mon immeuble montrant Étienne allant et venant librement. Pas de peur,
pas de restrictions, pas de contrôle. Nous avons déposé une plainte pour harcèlement, abus de procédure et diffamation. En une semaine, l'avocat d'Étienne l'a lâché. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort encore une fois, car lorsque la pression juridique a échoué, il a changé de tactique. Un matin, je me suis réveillé avec des messages d'amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. « Et, tu vas bien ? J'ai vu un truc en ligne. Je voulais prendre des nouvelles. Est-ce que tout va bien entre toi et Étienne ?» Ma poitrine s'est serrée. J'ai ouvert les réseaux sociaux. Étienne n'avait pas utilisé mon nom. Il n'avait pas à le faire. Au lieu de cela, il avait posté des stories émotionnelles et vagues sur le fait d'échapper à une relation contrôlante, d'avoir enfin trouvé le courage de parler, d'avoir été réduit au silence par l'argent et le pouvoir. Il parlait d'une petite amie qui utilisait les finances comme moyen de pression, qui le menaçait avec la police, qui l'avait rendu sans abri. Les commentaires étaient pires. Fier de toi pour avoir dit ta vérité. Croyez les survivants. Les hommes peuvent aussi être des victimes. Je me suis assise sur mon lit, le téléphone dans les mains, le cœur battant la chamade. Des gens que je connaissais, des gens qui s'étaient assis dans mon salon, avaient mangé ma nourriture, avaient ri avec moi, liké ses posts. Certains m'ont contacté directement. Quelques-uns ont demandé doucement ce qui s'était passé. D'autres n'ont pas demandé du tout. Un ami a dit quelque chose qui résonne encore dans ma tête, même s'il a exagéré, il y a généralement une part de vérité dans ces choses-là. Cette phrase a fait plus mal que le procès, plus que les menaces, car elle signifiait que le mensonge avait déjà fait son œuvre. Mon avocat a envoyé une mise en demeure. Le poste a été retiré dans les 48 heures. Mais les dégâts ne l'ont pas été. Une fois que le doute existe, il ne disparaît pas simplement parce que les preuves disent qu'il le devrait. J'ai cessé de bien dormir. Chaque notification me serrait la poitrine. Chaque coup à la porte me tordait l'estomac. Je continuais à penser, que peut-il faire d'autre ? Et puis un mois plus tard, mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, j'ai entendu une voix familière. Le policier. Mademoiselle Archer, a-t-il dit. Je voulais vous faire savoir qu'Étienne Morel a été arrêté. La pièce a basculé. Pourquoi, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Après votre incident, a-t-il dit prudemment, il a fait la même chose à quelqu'un d'autre. J'ai retenu mon souffle. Il a emménagé avec une autre femme. Difficulté temporaire. A refusé de partir. A appelé le 17 quand elle lui a demandé de partir. J'ai fermé les yeux. Et cette fois, a-t-il continué, nous avons commencé à creuser. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas personnel. C'était un schéma, et je n'avais été qu'un chapitre dans une histoire beaucoup plus longue. Quand l'officier a dit schéma, quelque chose en moi s'est finalement mis en place. Tous les moments que j'avais repassés dans ma tête, le charme, l'urgence, la façon dont Étienne parlait avec des phrases répétées, se sont soudainement alignés comme un scénario dont je n'avais vu que ma partie. Je n'étais pas la première, ai-je dit doucement. Non, a répondu l'officier. Vous ne l'étiez pas. Il m'a dit qu'ils avaient découvert 2 incidents antérieurs dans d'autres villes. Même mise en place, même escalade, même menace lorsqu'on lui demandait de partir. Dans un cas, la femme l'avait payé juste pour qu'il s'en aille. Dans un autre, elle avait traversé des mois d'audience d'expulsion parce qu'elle avait trop peur de contester ses accusations. Il voulait mon témoignage. Je n'ai pas hésité. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de quelqu'un d'autre, une autre victime, une femme à la fin de la trentaine, épuisée, prudente avec ses mots, comme si elle avait peur de déclencher quelque chose en elle-même juste en parlant. Nous nous sommes rencontrés pour un café au centre-ville. Elle m'a regardé comme si j'étais la preuve qu'elle n'était pas folle. Il a fait la même chose, a-t-elle dit. Même phrase, même culpabilisation, même menace. Elle m'a montré des captures d'écran, des messages qui auraient pu être copiés de mon propre téléphone. C'est là que nous avons réalisé que la vérité était plus grande que chacune de nous. D'autres victimes se sont manifestées, discrètement au début, puis avec une confiance grandissante. 7 d'entre nous au total, différentes villes, différents âges, même histoire. Nous avons compilé des chronologies, des preuves, des enregistrements, des rapports de police, des dossiers financiers. Quand nous avons tout présenté au procureur, même elle a semblé stupéfaite. C'est systématique, a-t-elle dit.
Ce n'est pas une mauvaise rupture. C'est de l'escroquerie. Les chefs d'accusation se sont élargis. Escroquerie, extorsion, dénonciation calomnieuse, harcèlement. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard. Être assise dans ce tribunal était surréaliste. Étienne était assis dans le box des accusés. Pas de charme, pas de confiance, juste une mâchoire serrée et des yeux qui évitaient les nôtres. Sa défense l'a dépeint comme incompris, un homme malchanceux, victime de partenaires cruels. Mais les mensonges ne survivent pas au schéma. Les SMS contredisaient ses affirmations. Les enregistrements exposaient ses tactiques. Les rapports de police documentaient les faux appels. Les dossiers financiers montraient qui payait et qui ne payait pas. Les juges ont délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable. La condamnation est tombée 2 semaines plus tard. 3 ans de prison, 5 ans de mise à l'épreuve, indemnisation de toutes les victimes, obligation de soins, et une restriction lui interdisant d'entrer dans des arrangements de logement informels pendant sa mise à l'épreuve. Les mots du juge résonnent encore dans ma tête. Vous avez fait de la compassion une arme, a-t-il dit. Et vous avez endommagé des systèmes destinés à protéger les vraies victimes. Quand ce fut fini, je suis sorti du palais de justice et j'ai respiré comme je ne l'avais pas fait depuis 1 an. La liberté ne semble pas toujours triomphante. Parfois, elle semble juste calme. Je vis toujours dans le même appartement. La chambre d'amis a disparu maintenant. Pas physiquement, mais symboliquement. C'est mon bureau, mon espace. Bureau près de la fenêtre, étagère. Plus aucune trace de lui. J'ai changé les serrures à nouveau. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. Je vois quelqu'un de nouveau. Il a son propre endroit, sa propre vie, ses propres projets. Quand il parle de déménager, il parle de son bail, de son calendrier. Il demande, il ne suppose jamais. C'est comme ça que je sais. Les autres victimes et moi prenons toujours des nouvelles les unes des autres. Une discussion de groupe qui a commencé comme preuve est devenue autre chose. Du soutien, des rappels, la preuve que la survie n'a pas à être solitaire. Avec le recul, la partie la plus effrayante n'était pas le procès ou les menaces. C'était à quel point il a failli réussir. Si je n'avais pas documenté, si je n'avais pas fait confiance à mon instinct, si les policiers n'avaient pas écouté. Je crois toujours qu'il faut aider les gens. Je crois juste maintenant qu'il faut s'aider soi-même d'abord. Parce que la gentillesse sans limite n'est pas de la générosité. C'est un laisser-passer. Et personne n'obtient l'accès à ma vie ou à ma maison sans l'avoir mérité. Il est enfermé. Nous sommes libres. Et cette fois, la porte est fermée pour de bon.